Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour, c'est Juliette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir rencontrer Véronique Geffroy, la propriétaire du château de Fougeray. Cette bâtisse néo-gothique, très mystérieuse, a une réputation qui la suit depuis des centaines d'années. On dit de Fougeray qu'il est le château le plus hanté de France. Il comporterait de nombreuses entités qui hantraient ses murs depuis de nombreux siècles, voire pour certains depuis ses fondations. Véronique a gentiment accepté mon invitation et m'a rejointe dans les salons du manoir pour nous emmener à la découverte de Fougeray. Vous nous suivez ? Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Véronique Geffroy, qui est la courageuse propriétaire du château de Fougeray, réputé comme le château le plus hanté de France. Rien que ça. Donc Véronique, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez écrit 2 livres passionnants, donc Les Invisibles de Fougeray et Les Murs ont une mémoire. Et vous êtes d'ailleurs en train de plancher sur le 3e. Absolument. Qui est un gros boulot. Et donc du coup, j'invite mes auditeurs à lire vos livres, bien sûr. Et je vais mettre effectivement les liens pour pouvoir se les procurer dans la description de l'épisode. Alors pourquoi je vous ai invité ? En fait, moi, passionnée de paranormal, très attirée par les vieilles pierres aussi, c'est vrai que je suis depuis longtemps vos aventures. Le château de Fougeray m'a toujours assez fascinée. Et donc voilà, j'avais envie de vous rencontrer pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble de ce qui se passe dans votre château et de tout ce que vous y avez vécu. Donc vous avez acheté le château de Fougeray en 2009. Et c'était pas votre premier coup de cœur et sauvetage de vieilles pierres. Avant, vous aviez acheté et rénové un donjon médiéval en Corrèze. Donc vous le dites vous-même dans votre livre et puis dans différentes interviews aussi que j'avais pu suivre. Donc Fougeray qui est un château néo-gothique. Ça a été un coup de cœur au départ quand vous l'avez acheté et ça s'est assez rapidement transformé en cauchemar ou en expérience en tout cas difficile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, les premiers événements en fait que vous avez pu constater à votre arrivée ? Alors déjà, merci Juliette de m'avoir invitée. Alors nous, en fait, si vous voulez, le chantier du donjon médiéval est toujours en cours parce que je l'ai acheté le franc symbolique. Alors je suis partie de loin, vous imaginez, pour 1 franc. J'avais vraiment des murs, un escalier à vis accroché et puis tout le reste était par terre, les charpents, tout. Moi, j'ai eu un coup de cœur également pour Fougeray. C'est vrai que j'ai foncé en fait pour Fougeray. J'ai fait comme pour le premier. J'ai pas tellement réfléchi parce que quand on commence à réfléchir et à mettre des chiffres sur une feuille, on fait plus rien et quelque part j'ai fait confiance à la vie. J'ai raison puisque on a quand même réussi à faire des trucs de dingue parce que les choses se mettent sur votre chemin si vous êtes sur la bonne route, je dirais. Complètement, on est bien d'accord. Donc Fougeray, nous ça a été long parce que là j'ai eu besoin d'un emprunt. Enfin c'était tout un truc. On a mis plus d'1 an pour l'acquérir. Et au tout début on était super heureux. Si vous voulez, on avait eu les clés peut-être je sais pas 1 semaine avant pour faire voir ce qu'il fallait acheter comme matériel, ce qu'on allait faire, etc. Et à partir du moment où on a signé, où on était les propriétaires avec François officiel du lieu, on a eu en fait un déclenchement. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton puisqu'en fait les phénomènes se sont déclenchés à partir du moment où on a été propriétaire. Ce qui est vraiment étrange d'ailleurs, c'est comme si tout était en stand-by et puis et en fait, alors François, ça le dérangeait pas trop. Moi, ça m'a vraiment gênée parce que l'ambiance a changé. Pourtant, moi, je suis habituée à ce type d'ambiance. Je suis pas, c'est pas ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose de très étrange et d'inhabituel pour moi, en tout cas, puisque la première fois, moi, j'ai vu une silhouette d'homme traverser un couloir. J'ai une de mes filles qui a vu une dame avec un porte-cigarette et une robe rouge le long de la cheminée. Alors tout ça, c'est très rapide. Vous savez, voilà, c'est bien furtif. Mais ça suffit à marquer. Exactement. J'entendais des voix comme s'il y avait une radio au 2e qui était tout le temps allumée. Enfin, c'était vraiment très étrange. Et c'est vrai qu'on a vécu des choses assez dérangeantes et moi j'ai été choquée aussi par 2-3 phénomènes et j'ai mis Fougeray en vente en 2012 parce que j'étais plus du tout en phase avec ça.
Sauf que la réputation de Fougeray, finalement, et là, les langues se sont déliées. Les gens qui venaient visiter, ils avaient entendu parler de ça, donc en fait, ils venaient même pas visiter, ils annulaient les visites avant de venir, parce que, vous savez, c'est le paradoxe à la française. Beaucoup de gens disent ne pas y croire, mais n'empêche que quand on leur dit, écoutez, cette maison est réputée hantée, tout le monde se barre, hein, donc voilà. Et en fait, François m'a dit non, mais il faut qu'on garde Fougeray pour comprendre. Et après, on a essayé de se faire accepter, d'apprivoiser tout ça. Et ça a été un long chemin jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Ouais. Qui est toujours en cours d'ailleurs, parce que c'est un peu sans fin. Ouais. Et d'ailleurs, vous en parliez aussi dans le livre, une de vos filles a été assez malade aussi. Elle a eu une expérience assez forte en dormant dans une des chambres. En fait, cette journée, c'était assez bizarre parce que on a travaillé dans la chambre d'Alice. Oui. J'avais ma fille aînée avec moi et je l'ai regardée. À un moment, je dis mais t'es blanche, qu'est-ce que t'as? Puis elle me dit écoute, je sais pas, d'un seul coup là, j'ai mal au rein, je suis pas bien, forte fièvre, etc. Bon, comme c'était à la campagne, les médecins, on les a pas toujours. Enfin, c'est compliqué. Je suis allée aux urgences avec elle. Ils ont diagnostiqué une pyélonéphrite, donc elle est restée quand même 3 semaines à l'hôpital. J'ai appris après, d'ailleurs, que certaines jeunes femmes de l'âge d'Alice, à l'âge où elle est décédée, c'est-à-dire 22 ans, qui ressemblait à Alice d'un point de vue énergétique, je pense, pas forcément physiquement, ressentait les douleurs qu'elle a eues avant de décéder, puisqu'en fait, elle est décédée de cette maladie, Alice. Alors, ça m'a choquée et ça ne m'a pas mise en amour avec le bâtiment, des trucs comme ça. Moi, sur le coup, moi, j'ai dit à François, non, mais moi, si jamais Fougeray, ça se passe comme ça au niveau familial, c'est terminé, hein, j'y mets plus les pieds. Et terminé. Ouais, avec l'instinct de protection en plus. Exactement. Oui, moi, c'était mes enfants. Et puis, en fait, ça a été très long pour que ça se tasse. Mais vraiment, il a fallu qu'on lâche prise avec plein de choses pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, pour vraiment être en amour avec le bâtiment comme on l'est aujourd'hui. Ça a été un long chemin qui a duré plus de 10 ans. Et vous voyez, paradoxalement, tout ça est passé par la compréhension, un peu comme une psychanalyse entre un bâtiment et des gens, si vous voulez, et nous, comme une psychanalyse ordinaire, je dirais. Et c'est passé par quelque chose que tout le monde dénonce, c'est passé par le spiritisme, puisque c'est comme ça qu'on a eu énormément de renseignements, qu'on a pu connaître les gens qui étaient encore là-bas, pourquoi, etc. Et c'est passé par là. Vous voyez, comme quoi le paradoxe est immense, puisque tout le monde me jette la pierre en me disant ce que tu fais c'est dangereux et tout, mais n'importe quoi en fait, voilà. Après, ça dépend avec qui on le fait et si on exactement. Mais tout, vous savez, tout est comme ça. Vous achetez un couteau pour faire de la cuisine chez vous, c'est la même chose. Ça dépend comment vous allez vous en servir. Votre couteau, ça peut être une arme. Alors en fait, il y a l'intention avant, quand vous faites des séances qui comptent. C'est pas pour se faire peur, c'est pas pour faire des soirées pyjama. C'est des communications qu'on veut sérieuses, pour quelque part apaiser tout le monde, c'est-à-dire les gens de Fougeray, mais invisibles et nous. Et finalement, quand on le fait comme ça, ça s'est toujours bien passé. Et ça a toujours été positif pour les deux parties d'ailleurs, eux et nous. D'accord. Oui, il y a un certain besoin de parler peut-être aussi. Ah mais ça c'est certain de leur côté aussi, bien sûr. Il y a encore beaucoup de secrets d'ailleurs, beaucoup de choses où quand on demande, quand on insiste pour avoir le vrai contexte, par exemple du décès de Félix, où les séances se bloquent, où j'ai sa mère qui arrive sur la planche pour me dire mais de quoi vous vous mêlez. Enfin c'est très, il y a encore des tabous, c'est assez marrant quelque part. Il y a des nœuds qui n'ont pas été débloqués dans l'au-delà, quoi. Absolument. Après, c'est fou parce que là, c'est vrai qu'on a une époque qui se dit très libérée, effectivement, sur plein de choses. Mais quand on voit au 19e siècle, avec cette appétence pour le spiritisme, où il y avait ce fameux téléphone qui communiquait avec les morts, c'était plus fermé, mais en même temps plus ouvert sur l'au-delà, quand même. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Alors, du coup, on en a parlé un petit peu. Donc, il y a des entités bien identifiées dans le château, des habitants précédents. Donc, je pense notamment à Alice, Félix. Il y a aussi le fantôme du chevalier. Il y a aussi un huissier et plein d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnes? Parce que moi, je les appelle comme ça. Ça reste des personnes qui sont dans l'au-delà, mais qui continuent à vivre à Fougeray. Oui, mais pour moi aussi, ce sont des personnes. Enfin, je veux dire, là-dessus, aucun problème. Oui. Alors, moi, Félix, c'est la personne avec laquelle je parle le plus. Félix, il est décédé à Fougeray jeune, il avait 39 ans.
d'une mort finalement qui reste mystérieuse parce qu'on ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre, puisque les deux seraient cohérents, je dirais. Il est décédé en 1898, le 6 décembre. Son corps a été trouvé, alors au niveau des archives, vers au petit matin, 2 ou 3 heures du matin, je sais plus, mais bon, je veux dire, si les gens... Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a eu un coup de feu, quelque chose, parce qu'on se lève pas à 3 heures du mat pour entrer dans une chambre comme ça, pour savoir ce qui se passe. Enfin, il y a Alice. Alors Alice, c'est la jeunesse dorée des années 20. Bon, elle est décédée à Maubeuge, mais son corps a été ramené à Fougeray. Alors ce qu'il faut voir, c'est le contexte. 1922, les Toff-Toff, une voirie très moyenne. Pour faire Maubeuge-Co, ça a dû demander plusieurs jours. Okay. Son corps a été veillé à Fougeray et elle est enterrée au cimetière communal à côté. J'ai aussi de temps en temps Paul, son père. Alors Paul Robin, c'est quelqu'un qui est assez tristement célèbre. Il n'a pas une vie agréable, enfin les parents d'Alice, puisqu'il était avocat. Il a fait énormément de politique. Après, il faisait plus que ça. Il voulait plus plaider. Et puis, ça a posé des problèmes financiers. Sa fille est décédée. Ça a été le choc. Et vraiment, pour eux, ça a été grandeur et décadence. Les pauvres, ça a vraiment pas été drôle. Après, au niveau des personnes plus anciennes, on a Elias, qui était dans les années 1330, 1304. On a Jean le chevalier, on a Jean II, son fils, on a Louis Tavot qui a assassiné un huissier, donc on a les deux. Puis, on a le bourreau et la victime en fait. Oui, c'est ça. On est au début 18e, ça s'est passé à Fougeray aussi. Enfin, on a beaucoup de gens. On a Louis Nestor aussi. C'est un jeune homme qui est décédé à 20 ans dans les tranchées. Enfin, on a pléthore de gens à différentes époques. Ils ont tous en fait une histoire où souvent, si vous voulez, la mort est survenue de façon violente, d'un seul coup. C'est vrai que certains, par exemple, n'avaient pas réalisé qu'ils étaient décédés. Alors, je pense à la grand-mère, dans la chambre de la grand-mère. Elle était assise au pied du lit et elle disait à tous les médiums, d'ailleurs, qui se connaissaient pas entre eux, et qui me confirmaient que elle attendait que son mari vienne la chercher. Elle n'était pas consciente du tout qu'elle était passée de l'autre côté, en fait. Ouais. Donc, on lui a expliqué. Bon, ça, c'est dans les années 1900. Enfin, on a beaucoup de gens de toutes les époques, en fait, qui sont restés à Fougeray. Alors, je n'aime pas ce terme coincé. Ils ne sont pas coincés à Fougeray. Ils n'ont pas évolué, quoi. Mais c'est bizarre parce que nous, on leur a demandé en communication justement s'ils avaient besoin d'aide pour passer ailleurs. Alors évidemment, on n'a pas de géographie de l'au-delà, mais pour, comme on dit, monter, aller vers la lumière, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, la plupart nous ont dit pas pour l'instant, parce que même si ça fait longtemps pour certains, ça fait plusieurs siècles qu'ils sont là, ils sont pas prêts pour l'instant à lâcher le monde matériel, parce qu'en fait, étrangement, s'ils lâchent Fougeray, ils auront l'impression de réellement mourir et la mort leur fait peur. Et c'est la peur de la mort qui les bloque au niveau où ils sont. Et même si je leur ai expliqué, et tout le monde leur a expliqué qu'en fait, s'ils vont vers la lumière, c'est quand même mieux pour eux, et pour l'instant, ils refusent. Il est évident que s'il y en a qui nous demandent, on fera le nécessaire, mais pour l'instant, ils sont pas prêts. Bon, voilà. Donc, il n'y en a aucun qui a évolué, en fait? Ils sont tous restés, pour l'instant, tous ceux que vous avez découverts? Alors, évoluer, s'ils ont évolué, parce que ils nous ont quand même dit, pour certains, pas tous, il y en a qui sont plus limités que d'autres, je dirais, au niveau compréhension. Je pense à Floridas, par exemple, sans lui manquer de respect. Moi, Floridas, j'avais du mal à communiquer avec lui. Il y a beaucoup de choses qu'on comprenait pas. Et j'ai trouvé dans le dictionnaire de la noblesse que il est toi faible d'esprit. Et après, j'ai vu dans les archives qu'il était en procès avec sa famille parce qu'il avait été mis sous tutelle d'un de ses frères pour gérer le domaine, etc., alors que c'était lui l'héritier. Voilà, donc le terme évolution, si vous voulez, mais s'il y en a qui ont évolué quand même, parce qu'ils nous ont expliqué que être désormais conscient de leur état, être désormais conscient qu'ils ont le choix, et quelque part, ça les a éveillés sur beaucoup de choses, sur déjà un choix à faire, donc des possibilités. Et finalement, ça a quand même été un pas vers une évolution. Ils nous ont dit que quand même, ils avaient évolué. Après, c'est leur choix, je dirais. Oui, tout à fait.
Et donc du coup, j'ai cru comprendre que vous avez un lien un peu émotionnel entre guillemets, un peu plus fort avec certains, dont Félix. Comment ça s'est venu? Ça a été assez naturel et comment vous l'expliquez peut-être? Ça s'est fait, oui, naturellement en fait, parce que on faisait souvent des séances où je pouvais parler avec lui et où il m'expliquait des choses sur sa vie. Des fois, il me répondait, des fois, il me répondait pas, parce que vous savez, je pense qu'il y a des règles de l'autre côté et on doit pas tout savoir. Donc, il y a des fois, ils ne me répondent pas. Et Félix, je trouvais qu'il était enclin à parler de lui d'une façon assez touchante et je le comparais un peu à ces héros dans les romans de Maupassant. Il y a quelque chose chez lui de romanesque et il me touchait. En plus, c'était vraiment quelqu'un de lettré. Il avait une licence en droit à l'époque. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu beaucoup de discussions et je lui demandais, mais comment vous êtes physiquement et tout? Comment vous étiez et tout? Alors, il me répondait assez évasivement qu'il avait les yeux clairs. Bon. Et un jour, j'ai pu récupérer une photo de Félix qui est avec 2 de ses sœurs. Et après, vous savez, dans les archives, vous tirez le fil rouge et le reste vient. Et j'ai pu savoir comment il était physiquement et tout. Et ça m'a touchée parce que je l'imaginais comme ça depuis le début. Ah oui, bizarrement. c'est fou. Ouais, je trouvais assez dandy, pas mal, etc. Et et c'est vraiment parce que, après, je lui ai dit, mais je sais comment vous étiez, parce que moi je veux vous, hein. Ouais. Et on a vraiment régulièrement des conversations où des fois il me met en garde, etc. Alors, des fois je l'écoute, des fois je l'écoute pas, je me prends un râteau dans les dents. Enfin bon, bref, mais oui, c'est assez marrant et c'est vrai qu'on a une relation comme un ami à qui, je sais pas, vous aimeriez vous confier, ou poser des questions sur des trucs, lui demander son avis, etc. C'est assez marrant. Ouais. C'est vrai que j'avais parlé avec une médium justement de comment ça se passait elle pour les contacts et elle me disait ça que en fait, certes ils sont dans l'au-delà, mais comme les atomes crochus en fait, quand on est vivant et que même pour un médium, une entité choisira son médium et pourra pas contacter forcément n'importe qui parce qu'il y a des énergies qui passent pas quoi. Absolument. Et ça, c'est vrai, parce que moi, par exemple, Félix, il vient facilement quand moi j'ai besoin de conseils. J'ai beaucoup plus rarement Alice. Ouais. C'est bizarre, parce que ton doigt, Alice, moi je l'ai beaucoup plus rarement. Et c'est assez marrant parce que François, par exemple, c'est souvent Maurice ou Paul, et ça m'étonne pas, c'est l'image du patriarche, du chef de famille. Et c'est parce que c'est des époques où les rôles sont assignés dès la naissance. Hein. Ouais. C'est très carré, 19e, début 20e. Et c'est marrant parce que on a comme ça chacun, je dirais, oui, c'est des gens qui viennent nous voir. Le chevalier aussi, je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement rude. Ah ouais, lui, par contre, il est à la limite de la violence des fois quand il se manifeste. Mais je comprends. Bon, il a vécu la guerre de 100 ans, tout ça. Oui, donc c'est vrai que c'est autre chose. Il est encore très Moyen-Âge, quoi. Exactement. On peut pas se mettre. Enfin, c'est compliqué. On peut pas se mettre à la place et juger comme ça. Par exemple, il adore claquer les portes, mais alors quand je dis claquer les portes ou taper dans la porte, mais c'est hyper violent. Ça me fait sursauter. Si ça se passe en ressenti, les gens pareil. Enfin, c'est marrant parce que je dis non, mais c'est lui. C'est pas, faut pas s'affoler. Ça veut pas dire qu'il va se passer un truc horrible, que c'est un truc démoniaque. Non, c'est lui. C'est assez particulier, mais il a vécu la guerre de 100 ans. Il est né et mort, lui et son fils, d'ailleurs les deux, sont nés et morts pendant la guerre de 100 ans qui a duré 116 ans. Donc je veux dire, c'est quand même des vies marquées par des choses horribles. Je veux dire, la guerre, la peste, enfin c'est quand même une période qui était pas super. Ah oui, alors, oui. Voilà, donc ça n'a pas fait des gens, si vous voulez, super zen dans la bienveillance. Ouvert sur le bien-être et le... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça fait des gens extrêmement durs qui, tous les matins, en se levant, se demandaient s'ils allaient passer la journée, quoi. Enfin, faut être réaliste aussi. Donc, c'est vrai que, il y a des personnalités comme ça, j'essaie de comprendre, par rapport à ce que, historiquement, ils ont pu vivre. Même celui qui a assassiné l'huissier, j'essaie de comprendre ce geste.
c'est pas un assassinat tel qu'on peut s'imaginer. Enfin, je sais que ça n'excuse pas, hein, mais c'est un coup de gueule, quoi. Le mec, il a pas réfléchi, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il l'a vu arriver, il s'est dit, oh non, encore lui, cette fois, je suis saisi. Il s'est énervé, ça a duré un quart de seconde, il a pas réfléchi, et après, il s'est retrouvé face à ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, il le revit sans arrêt. Ça, c'est horrible. C'est sa punition, quelque part. De revivre ça sans arrêt. Donc voilà, j'essaie aussi de mettre à la place de chacun maintenant pour essayer de comprendre pourquoi il se manifeste de cette façon plutôt que d'une autre. Par exemple, Alice nous a expliqué pourquoi certaines jeunes filles dans sa chambre tombaient malades de sa maladie. C'était pas du tout de la malveillance, parce que moi j'ai cru à ça, hein. Sur le coup, j'ai dit, bon, bah, cette chambre, on la ferme et terminée, je la fais juste visiter comme ça, et puis voilà. En fait, elle nous a expliqué que c'était pas de la malveillance de sa part, c'est qu'il y a des jeunes filles d'à peu près son âge qui lui rappelaient elle quand elle était en vie. Alors, je suppose que c'est des ressemblances plutôt énergétiques, j'en sais rien. Et en fait, elle s'amusait, entre guillemets, à les incorporer pour revivre un petit peu à travers elle, et c'est en les incorporant qu'elle leur donnait sa maladie, voilà. D'accord, ouais. Mais c'est quand même une sacrée charge mentale, en fait, de devoir gérer toutes ces entités, ces caractères différents et leur susceptibilité, non ? Alors, charge mentale, je sais pas, mais c'est du travail supplémentaire. Au départ, c'était une charge mentale assez négative. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. J'essaie de comprendre tout le monde. Quand on fait des travaux, je les préviens, par exemple. Ouais. Il y en a qui me disent qu'ils voient Fougeray tel qu'il était à leur époque. D'autres, les deux, ils voient un peu Fougeray tel qu'il était à leur époque, et parfois ils voient Fougeray tel qu'il est aujourd'hui. Donc moi, je leur donne souvent la date, l'année, et je leur dis, voilà, on a passé le cap de l'an 2000, là. Donc, maintenant, c'est moi qui suis propriétaire, et je sais pas comment voyer le château. Moi, j'essaie de le laisser dans son jus, mais je suis obligée de faire des réparations énormes. Donc, vous affolez pas si vous entendez du bruit, si vous voyez un bazar pas possible. On fait des travaux, mais c'est pour la santé du château. Ouais. Mais je les préviens à chaque fois. Donc, j'essaie aussi que ça se passe bien, parce que sans prévenir personne, sans rien, les chantiers bizarrement se passe moins bien. Ouais. On a des petits accidents de chantier, des trucs, c'est assez bizarre. Donc moi, j'essaie vraiment de prévenir tout le monde pour que les choses se passent au mieux. Ouais, ça je comprends. Nous, c'est vrai que dans le manoir, on a pas mal d'enfants, en fait, qui piquent des petits outils. Donc ils jouent avec, mais quand on leur demande, ils sont sympas, ils nous les redonnent. Mais c'est vrai que y a beaucoup de choses comme ça qui disparaissent, ou des petits éléments, tout ce qui est brillant, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Faut acheter des paquets de strass à Noël, puis leur en donner, je sais pas, c'est rigolo. Peut-être. Du coup, il y a eu une période, on en parlait tout à l'heure, vous aviez presque vendu, en tout cas vous aviez... Tout départ, en fait, aussi, j'ai cru comprendre que vous disiez ne pas pouvoir vivre ou dormir à Fougeray, tant les présences y sont fortes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Alors, aujourd'hui, non, bon, il y a des pièces que je préfère à d'autres, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est plus le cas. Moi, au tout début, j'ai mis du temps à mettre des mots, c'est-à-dire le mot hanté, tout ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et en fait, quand on dormait entre les ombres, les sensations d'être touché à la tête, les caresses dans les cheveux, ou alors les voix, les bruits de pas très forts, où ça courait dans les escaliers, ou des poignées de porte qui se tournent toutes seules, des choses. Moi, j'avais vraiment du mal à dormir. J'étais vraiment mal à l'aise. François, non, mais François, vous savez, il y a certains mecs très actifs dans la journée physiquement. C'est comme des poupées, vous les mettez à l'horizontale, ils ferment les yeux, ils dorment. Donc, ils dormaient, mais moi, ça m'énervait parce que j'arrivais pas à dormir. Et c'était compliqué. Alors, moi, j'ai dit, moi, je dors plus là-bas puisque je dors mal. On était tout le temps dérangés. Par contre, c'est vrai qu'il nous arrivait quand même des trucs en pleine nuit. Je veux dire, j'avais jamais vécu ça ailleurs, quoi. Comme, la porte qui s'ouvre comme ça, des bruits de pas, mais tellement net que sur le coup, j'ai cru que c'était vraiment quelqu'un. Donc, j'étais même pas apeurée. Je dis, mais qui est-ce qui vient nous déranger? J'étais vraiment... Et en fait, il y avait personne. C'était vraiment bizarre. Maintenant, je dirais que c'est pas pareil. Bon, la dernière fois que j'ai dormi à Fougeray, j'entendais des femmes parler sans arrêt dans le couloir. Je dis, mais elles vont pas aller se coucher. Mais c'était pas pareil, quoi. J'étais pas en stress, quoi.
Et si vous leur demandez justement d'aller se coucher, de faire moins de bruit, est-ce que ça s'apaise ou... Eh ben, ça arrive que ça s'apaise, ouais. Quand vraiment c'est le bazar, je dis oh non, là, pas là, moi, je suis crevée. Ouais, là, je suis crevée, il faut que je dorme, quoi. Donc, ça s'apaise, ouais. Bah, ils sont pas, vous savez, c'est assez étrange parce que ils sont pas là pour nous faire peur. Ça, c'est le folklore. Ouais. C'est marrant, il y a des gens qui étaient venus à Fougeray et ils se baladaient dans Fougeray et il s'est passé un truc dans le salon gothique. Alors je sais plus ce qui s'est passé là. Il y a une jeune fille qui faisait de la TCI en même temps. Elle avait un enregistreur et elle a eu peur. Elle a sursauté. Elle a eu peur. Et il y a une petite voix à la réécoute en TCI parce qu'elle dit oh j'ai eu peur et juste après on entend pardon. Oh, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça adorable. Oui, exactement. Comme quoi, je pense pas qu'ils sont là pour nous effrayer, etc. Ouais. Alors, on va parler un petit peu du château. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire. Où est-ce que vous en êtes, en fait, globalement, sur l'état du château, les travaux? Vous les faites vous seul et peut-être comment est-ce qu'on peut vous soutenir pour garder Fougeray en bon état? Alors, où on en est, on a quand même beaucoup avancé depuis 15 ans. Ça fait quand même 15 ans qu'on a Fougeray maintenant. Tous les ans, on fait une tranche de travaux. Là, cette année, je suis obligée de faire de la zinguerie. Alors, je sais, ça se voit pas, la zinguerie, mais enfin, ça évite les fuites, c'est pas mal. Entre les tours et le bâtiment. Enfin, le corps de bâtiment rectangulaire, parce que, bon, là, les zingueries sont à bout. Et on a de l'eau qui rentre dans les murs. Bon, après, le second œuvre, il faut que je refasse toutes les lecs, mais ça, je sais pas si j'aurai les moyens cette année, ça m'étonnerait. À 80%, on a réglé les soucis structurels, c'est-à-dire charpente et tout ça. Voilà. Bah, vous savez, nous, on a créé une association. Moi, j'ai des bénévoles qui sont devenus des amis, qui viennent de temps en temps à Fougeray, qui me donnent un gros coup de main pour des trucs. Bah, ça fait du bien aussi moralement de se sentir soutenu parce qu'il y a des chantiers, on peut les faire ensemble parce que c'est pas forcément des trucs. Je veux dire, voilà, on peut, hein. Oui. Et puis il y a des trucs on peut pas. C'est les hommes de l'art. Quand il a fallu, par exemple, je change des créneaux en pierre qui étaient tombés du haut des tours. Alors ça, c'est un des premiers gros chantiers qu'on a fait, mais on a été obligé de le faire par un tailleur de pierre parce que on s'improvise pas tailleur de pierre ou couvreur ou charpentier. Donc il y a quand même des choses qu'on a fait faire. Donc puis il y a les bâtiments de France qui mettent peut-être leur nez dedans aussi. Ouais. Voilà. Donc il a fallu là demander à des artisans spécialisés. Mon seul bémol, ça sera les devis. Après, c'est vrai que des fois on fait les choses par tranche. Mais sinon, il y a des trucs qu'on a pu faire nous-mêmes. Bon, bah là, on le fait, puis voilà. Franchement, j'ai une admiration sans borne, vraiment pour les maîtres maçons, les compagnons, tous ces gens qui travaillent à l'ancienne d'une façon vraiment avec le geste originel, en fait. Ah, j'adore. Ça, je suis admirative et vous voyez, moi, franchement, si je gagnais au loto ou si je devenais millionnaire, je ferais énormément travailler ces gens-là. Un chantier médiéval pour. Non, mais je ferais. Ah oui, ça c'est clair parce que je trouve que ce sont des savoirs ancestraux qu'il faut absolument que ça continue, que ça soit transmis surtout. Et c'est incroyable parce que quand vous voyez, je sais pas, les bâtiments qu'on fait aujourd'hui où il y a beaucoup de parpaings et de ciment qui sont fissurés de partout au bout de 15 ans. Enfin, je veux dire et que vous voyez des ponts romains comme le pont du Gard par exemple, qui est encore debout, ou je sais pas, le Colisée ou des châteaux forts médiévaux, etc. Vous dites que bien faire les choses, c'est les faire aussi dans la durée. Ouais. Donc vous organisez aussi depuis plusieurs années des visites, événements spirit au château. Il est même possible d'y passer la nuit. Il y a eu beaucoup de médiums qui sont passés pour justement rencontrer les esprits, permettre de communiquer avec eux. Alors par contre, on sait aussi qu'autour du paranormal, parfois il y a des personnes qui n'ont pas forcément toujours de bonnes intentions, ou en tout cas qui le font un peu par envie de sensationnel ou parfois qui respectent pas les lieux aussi dans lesquels ils vont. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type de visiteurs à Fougeray ? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, les soirées qu'on organise, elles sont pas du tout parce que les gens qui sont déjà venus le savent, mais là je parle vraiment pour les gens qui ne sont jamais venus.
On organise des soirées assez conviviales. C'est pas du tout, on veut pas que les gens soient dans une ambiance de stress ou glauque ou je sais pas quoi. Moi, je reçois les gens vers 16h à peu près. Je leur fais une visite du château d'1h30 à peu près. Après, ils vont choisir leur chambre puisque moi je les donne pas avant. Hein. Je veux qu'ils choisissent leur chambre en ayant eu connaissance de l'histoire de la pièce. Après, je les laisse vaquer. Après, il y a le repas. Alors c'est un vrai repas entrée plat dessert, fait maison et tout. Hein. Moi, voilà, on fait attention à ça. Après, il y a les ateliers. Il y a 4 ateliers. Alors c'est pas toujours les mêmes, mais je veux dire, les ateliers durent 1 heure et les gens font des tournus, c'est-à-dire que toutes les heures ils changent d'atelier. Okay. Et si vous voulez, les ateliers pour certains connaisseurs, ça va être, ils vont s'éclater parce que ils vont faire de la Ouija, table tournante, ils vont cartomancie, tout ça. Mais je veux dire, eux ils connaissent, donc voilà. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, ça va être pour eux des initiations, on va leur expliquer comment ça marche, on va en faire avec eux, tout ça. Il y a des gens qui préfèrent regarder le spiritisme sans rentrer dans le cercle spirit parce qu'ils ont peur, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y en a d'autres, après je veux dire, voilà, on n'est pas là pour critiquer ceux qui ont peur, il n'y a pas de jugement ou vraiment. On fait aussi un atelier ressenti qui est assez sympa et en fait où Will et Mel mettent des micros partout, et bref où on a vraiment des résultats intéressants où les gens sont au 2e étage dans le noir tout seuls avec un intervenant, mais je veux dire là pour choper des phénomènes. Alors ou pas hein, parce que voilà, des fois il se passe rien, mais bon. En spiritisme, on a toujours des résultats. Et puis après, tout ce qui est médiumnité, tout ça aussi. Donc ça compense un peu parce que c'est ce que je leur dis tout le temps. L'atelier ressenti, c'est comme aller à la pêche. On peut revenir bredouille. Hein. Ça, moi, j'ai aucune prise là-dessus. Donc on fait ça. Après, ça serait même suspicieux à la limite. Je veux dire, si c'était comme ça sur commande. Évidemment, je suis complètement d'accord. Là. Et après, il y a la nuitée, puis après il y a le petit-déj et voilà. Ouais. Alors en général, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont bien intentionnés. Ils viennent pour passer une soirée, ils vont s'éclater, c'est un truc nouveau ou pas, mais enfin ils aiment ça, ils sont curieux de ça, pas de problème. Et on a des gens qui viennent, alors il y a les détracteurs qui sont déjà venus, qui eux vont tout critiquer, mais bon c'est facile, hein, critiquer facile, mais l'art est difficile. Il y a les gens qui ne sont pas venus, qui critiquent quand même, voyons, comme ça c'est parfait. Bon, de toute façon, quand vous faites quelque chose, forcément, vous vous exposez forcément au plus et au moins. Enfin, je veux dire, ça, faut l'accepter. Alors, nous, on est critiqués par des gens... Bon, après, des gens lambda qui s'amusent parce que ils veulent, derrière leur écran, ils veulent se sentir forts, ou des youtubeurs qui veulent faire le buzz. Bon, ça, je dirais que c'est, voilà. Et on se fait aussi critiquer par certains médiums médiatisés parce que l'air de rien, on leur bouffe un peu la laine sur le dos. Enfin, c'est comme ça qu'ils le voient. Parce que, si vous voulez, nous, par rapport à certains médiums, on n'est vraiment pas cher. Et puis, on a les mêmes résultats, finalement. Mais oui, c'est ça le problème. Et moi, quand je vois des médiums parisiens qui prennent 200 balles pour une consulte, je trouve que c'est quand même un peu osé. Alors que c'est vrai que les soirées qu'on fait, des médiums, il y en a toujours 2 ou 3, les gens ont le même résultat. Et donc, quelque part, on est gênant, bizarrement. D'accord. Et le fait d'avoir aussi un petit peu vulgarisé tout ça, et puis si vous voulez, de démystifier un peu tout ce petit monde du paranormal, je sais qu'il y en a beaucoup que ça ennuie. Ouais. Ok. Et du coup, quand il y a des séances médiumniques, ça reste un contact avec les entités du lieu, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des contacts extérieurs? Alors, 9 fois sur 10, on n'a pas les entités du lieu. On a les défunts qui viennent avec les gens, en fait. C'est ce que j'explique aux gens. Je leur dis, bon, là, vous venez, on va ouvrir. Je ne sais pas qui va venir. Puisque moi, j'ouvre une séance spirit. J'attends de voir qui va se pointer, en fait. Quelqu'un arrive, donc je dis bonjour et je dis, vous êtes là pour qui? Et là, j'attends la goutte aille vers la personne. Donc, je dis, voilà, c'est pour vous. Et là, je creuse. Je dis, vous êtes qui? Côté paternel, maternel, un homme, une femme, prénom, pas prénom. Si vous vous souvenez plus de votre prénom, donnez-moi un souvenir, une indication. Et on creuse et en général, les gens me disent, ah oui, c'est un tel qui est décédé,
Ouais, des fois les gens me disent ah ouais mais c'est pas lui que je voulais par exemple. Je dis ouais non mais vous êtes marrant, c'est lui qui est là alors voilà. Tonton Michel, tu peux t'en aller, je voulais parler. C'est un peu ça pour certains, ouais. Mais je dis non, mais s'il est venu, c'est qu'il a un truc à dire ou à dénouer, il y a un truc important. Je dis vous pouvez écoutez-le, vous ne pouvez pas. Et il y a des gens aussi qui me disent ah oui non mais là j'étais mal avec pendant quand il était en vie, on était en très mauvais termes, je ne veux pas lui parler. Bah, je dis si, enfin là il est là, il y a un truc à régler. Cherche peut-être à améliorer les relations. Voilà. Mais alors si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que moi j'appelle vraiment les gens du château à la rescousse quand j'ai personne, mais ce qui est rare. Hein. Et quelqu'un qui me dit ouais mais moi j'ai été adoptée, je ne sais pas qui est ma famille biologique, j'ai très peu connu mes parents, j'ai fait de foyer en foyer, ça m'est arrivé ça. Et ben à ce moment-là, je demande par exemple à quelqu'un du château d'intervenir. Mais les gens du château, moi je dirais que je communique beaucoup avec, mais en solo finalement. Je les dérange pas pour un oui, pour un non. Les pauvres, ça n'arrêterait pas sinon. Ouais, ça serait assez lourd pour eux aussi, effectivement. Alors, juste pour terminer, avant que vous arriviez à Fougeray, vous n'aviez pas plus que ça de connaissances, en fait, de ce monde paranormal ? Bah, j'avais des connaissances, je dirais comme tout le monde, quoi. Pas plus, pas moins, mais je me posais des questions, comme tout le monde aussi. Je veux dire, même la personne la plus sceptique du monde, elle va forcément un jour dans sa vie se poser la question qu'est-ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a quelque chose après. On sait tous qu'on va mourir, c'est un savoir universel, c'est une vérité implacable. Donc quelque part, j'étais pas versée là-dedans forcément. Je me souviens que dans les années 90, je regardais l'émission Mystère avec Alexandre Balou. Ouais. J'adorais cette émission parce que je me disais des fois, je la regardais mais presque en rigolant. J'avais regardé un truc, c'était un épisode sur une dame en Normandie qui parlait des phénomènes de poltergeist qu'elle avait vécu et elle expliquait les objets qui passent à travers les murs, les armoires qui tremblent, tout ça, des trucs. Et moi je disais mais n'importe quoi. Et la première fois que ça m'est arrivé, où j'étais vraiment pas bien, hein, j'étais vraiment dans mes petits souliers là, je peux vous dire. Et ben franchement, j'ai pensé à elle et je me suis dit en fait tout ça c'était donc vrai. Voilà. Oui, vous n'aviez pas été confronté dans la réalité, quoi. Est-ce que du coup, vous avez le sentiment que vous avez peut-être des capacités médiumniques ou en tout cas une connexion plus facile avec tout ce que vous avez pratiqué ? Alors, des capacités médiumniques, je sais pas, mais une connexion plus facile, oui, ça par contre, à force, oui. C'est un peu l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est vrai. C'est quand j'ouvre des séances, etc. C'est fluide, c'est plus facile. Je sens si la personne qui est là, c'est du sérieux, si elle est bienveillante, parce que bon, des fois, forcément, on a des petits rigolos, ou alors on a des gens plus ou moins sympas, tout ça, mais ça, je le sens. Si c'est quelqu'un qui déconne, qui veut nous faire peur, mais juste pour de la déconne, je le sens aussi. Enfin, voilà, je le sens parce que j'en fais beaucoup. Et c'est vrai qu'on a quand même des résultats intéressants dans le sens où il y a beaucoup de gens qui nous disent bah oui, en effet, puis qui m'écrivent après en me disant voilà, on a eu ça à la Ouija, ça s'est avéré exact et tout. Et ça, moi, je trouve ça vachement satisfaisant pour les gens, quoi. Voilà. Oui, il faut pas oublier effectivement qu'ils ont souvent un paquet émotionnel à régler et ils sont souvent seuls pour pouvoir le faire. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez des projets en cours, sinon, pour Fougeray, ou on parlait de votre troisième livre là, je suis dans l'écriture du troisième livre. Pour Fougeray, des projets, on va ouvrir en 2025, là, mais je sais pas à quel mois on va vraiment ouvrir parce que ça dépend beaucoup des travaux. Par contre, j'ai un gros projet qui va voir le jour, j'espère, en septembre-octobre de cette année. Je vous en dirai plus un petit mois avant quand je saurai. Là, c'est vraiment un gros truc. Et c'est vrai que je suis vraiment sous l'eau avec le boulot en ce moment là. Mais bon, après, moi, je vis que par les projets depuis toujours. J'aime bien démarrer des trucs. Ouais, ça, c'est un truc qui me motive. Vous avez un lien ou un endroit où les gens peuvent réserver un séjour, en fait, à Fougeray ? Comment ça marche ? Alors, il y a plein de gens qui me disent, il n'y a pas de lien de réservation. Pour réserver les gens, il faut qu'ils me contactent par email. Je le remettrai dans la description, de toute façon. Mais voilà, une expérience vraiment à vivre, que je recommande. Et que j'espère vivre moi aussi. Ah pas de problème, Juliette, c'est quand vous voulez. Ouais.
Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ah bah si, je fais une conférence dans le Finistère. Je vais mettre l'affiche là le 16 février. Voilà, si jamais il y en a qui veulent venir, qui sont pas très loin. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment passionnant et j'étais ravie et honorée de vous recevoir de même. sur Rencontre sur Naturel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.